découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour et soyez les bienvenus à votre émission Ça fait débat, émission consacrée au décryptage de l'actualité socio-politique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, notre beau pays, court le risque d'une implosion à l'approche de l'élection présidentielle. En effet, le tournant décisif qu'empruntera notre beau pays le 31 octobre n'est pas reluisant car le baromètre qui permet d'apprécier une élection présidentielle dans un pays est très inquiétant. Que fait ou qu'a fait la communauté internationale pour apaiser les tensions? Monsieur Nessemon Sio Daniel est sur notre plateau pour débattre de toutes ces interrogations. Bonjour, monsieur Nessemon. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus. Merci. Pour mener à bien cet entretien, je suis avec ma consoeur, Rosemond Foncé, également journaliste à Ivoire TV.net. Bonjour, Rosemond. Bonjour, monsieur Seka. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Alors, monsieur Nessemon, les Ivoiriens, vraiment, les internautes veulent vous connaître. Le monde entier veut vous connaître. Qui est monsieur Nessemon? D'abord, je vous remercie. Je remercie Ivoire TV de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer. Monsieur Sio Daniel Nessemon, que je suis, n'est qu'un simple citoyen. Ex-président national de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire, je suis actuellement le leader du mouvement de la société civile nationale En Marche pour le développement. Monsieur Nessemon, vous dites être un simple citoyen, pourtant on se rend compte dans votre actualité que vous avez décidé du dépôt de candidature de l'ex-préfet d'Abidjan, monsieur Vincent Kobi, à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je vous prends au mot parce que ce n'est pas une décision personnelle de dépôt de candidature, mais c'est une décision collective. Comme j'ai dit, je suis leader d'un mouvement de la société civile et je compose au sein d'une plateforme avec d'autres leaders de la société civile. À un moment donné de notre histoire, la jeunesse ivoirienne a compris qu'il était important de marquer notre époque. Nous devons passer le relais à une nouvelle génération, mais en même temps, nous avons constaté qu'en 30 ans, de 90 jusqu'à 2020, nous faisons face à un constat. Et ce constat-là, il est bien triste. Nous avons les mêmes acteurs politiques avec les mêmes crises qui persistent. Pour nous, en tant que leaders de la société civile, il fallait poser un acte symbolique d'une personne démarquée politiquement, une personne qui fait l'unanimité et qui peut porter véritablement cette candidature. Une candidature symbole, je précise, pour dire que nous ne sommes pas obligés
de céder aux différents clivages politiques. Nous n'allons pas nous laisser emprisonner. Oui, je le dis, pris en otage par cette classe politique qui est non seulement une classe politique vieillissante, mais une classe politique qui a fait ses preuves. Donc l'acte que nous avons posé est un acte symbolique. Je veux que les Ivoiriens le retiennent. C'est un acte symbolique que nous avons posé pour montrer que la jeunesse ivoirienne attend mieux de cette classe politique. Effectivement, c'est un acte symbolique, comme vous le dites, tonton, mais c'est aussi un acte dangereux. Vous allez déposer la candidature d'un individu qui ne vous a pas donné son consentement. En quoi est-ce que l'acte que nous avons posé est dangereux selon vous? Je suis la personne du préfet qui, jusqu'à l'heure, n'a pas encore dit qu'il vous a donné son consentement. Le préfet a salué notre bravoure. Le préfet Il a dit officiellement, non, il faudrait qu'on retienne l'essentiel de ce qu'il a dit. Moi, je ne rentre pas... vous l'avez fait avec son consentement je rentre pas dans la polémique. Mais je vous dis, laissez-moi terminer. Le préfet a salué l'acte que nous avons posé et l'a qualifié de bravoure. C'est donc à dire que le préfet d'Abidjan est consentant. Merci. Alors, à chacun de nous de faire sa déduction. Non, vous venez de le dire, il est consentant, il a salué la bravoure de ces jeunes Ivoiriens qui ont déposé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous pouvons retenir vraiment que le préfet était consentant. Il a été déjà informé, c'est une très bonne chose. C'est votre conclusion. Monsieur Sio, votre fonction de président d'organisation de la société civile, en l'occurrence En Marche pour le développement, vous permet-elle vraiment de soutenir un candidat? Nous restons dans le cadre de la société civile. La candidature que nous avons déposée, c'est une candidature indépendante. Et cette candidature, comme je vous l'ai dit, ce n'a pas été un acte qui s'est fait de manière isolée ou personnelle. Ça a été un acte mûri et consenti par l'ensemble des leaders qui constituent cette plateforme de la société civile. Donc j'ai eu l'adhésion de mes confrères avant de le faire. Et mieux même, je n'étais pas seul au dépôt de candidature. J'ai été accompagné aussi d'autres leaders, tels que Assa Etienne, Marcelin Guessin, Guy-Ange Kofi, et puis je peux en citer également assez Serge Pacom. Donc un certain nombre de leaders, vous voyez, ont accepté vraiment de porter cette candidature-là. Aujourd'hui, votre candidat a mis sur pied un mouvement appelé Aube Nouvelle. Est-ce que vous êtes membre de ce mouvement? Le mouvement Aube Nouvelle a été constitué au sorti de notre, je veux dire à la sortie même, je veux dire, de cette candidature-là, qui a suscité tant de polémiques, mais en même temps qui a aussi montré aussi... Oui, qui a suscité, je dis qui a suscité en ce temps tant de polémiques, mais en même temps qui a réveillé, pour ne pas dire qui a éveillé un certain nombre d'Ivoiriens, je dis au niveau de la jeunesse ivoirienne, qui ont compris que... Vous faites partie, vous êtes membre de l'organisation. Est-ce que vous me suivez? Je veux dire, l'acte que nous avons posé a engendré une conséquence. Cette conséquence est laquelle? Cette conséquence est que certains jeunes ont compris qu'on peut accompagner M. Vincent Toby, ex-préfet d'Abidjan, mais qui reste toujours préfet, on peut l'accompagner autour d'une plateforme. Et cette plateforme est l'initiative d'un certain nombre de fan clubs qui étaient déjà constitués avant, mais qui ont décidé maintenant de se formaliser. Donc cette initiative revient à ces différents fan clubs-là. Mais nous, l'initiative que nous avons posée, l'acte de candidature que nous avons posé, c'était un acte symbolique qui devait interpeller toute la classe politique. Au-delà de cet acte, qui a engendré une conséquence. Et cette conséquence-là est le fait que des fan clubs qui admiraient bien M. Vincent Toby ont voulu formaliser véritablement cette adhésion-là autour des valeurs qu'ils partagent. C'est ce qui a été fait. Êtes-vous membre de l'Aube Nouvelle? Oui, ça c'est non, on est tous, est-ce que vous comprenez? Nous sommes tous fans, quelque part, puisque nous partageons les valeurs qu'ils prônent. Maintenant, quand il s'agira de formaliser
nos différentes responsabilités et notre prise de position, c'est de la plateforme. Très proche de Cela va se faire. Oui, bien sûr. Ça veut dire que vous serez peut-être membre actif. Certainement. Certainement. Il n'y a pas de souci, on retiendra que vous êtes membre de l'Homme Nouvelle. Nous sommes à 2 jours des présidentielles ivoiriennes. On constate un peu de tension dans le pays avec son corollaire d'action, d'arrestation de blessés, l'appel à la désobéissance civile. D'aucuns affirment que toutes ces tensions sont dues à la candidature du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux dire, nous sommes tous au constat que cette troisième candidature suscite beaucoup de tensions. Vous, en tant que journaliste, vous constatez en tant que... même, je veux dire, vous faites partie des citoyens de ce pays. Donc vous constatez aussi également avec moi et avec l'ensemble des Ivoiriens que ce qui fait aujourd'hui l'objet des discordes, c'est cette troisième candidature. Ce que je pense actuellement, c'est que notre classe politique, que ce soit l'opposition ou le parti au pouvoir, doit impérativement créer le cadre de discussion. Si on ne se parle pas... Est-ce que c'est possible à 2 jours des élections? Si c'est impossible, on ira droit dans le mur. Si c'est impossible, on ira droit dans le mur. On ne peut pas voir aujourd'hui, constater aujourd'hui que nous sommes en train de courir vers un risque grandissant d'affrontement, un risque grandissant de crise. Non seulement nous connaissons aujourd'hui la crise préélectorale. En 2000, on a connu la crise électorale. En 2010, on a connu la crise post-électorale. En 2020, on connaît la crise préélectorale. Ça veut dire que les Ivoiriens connaissent aujourd'hui toutes les phases d'une crise avant, pendant et après les élections. Mais quand déjà nous partons à des élections et que les gemmes conflictuelles sont visibles, il est important de s'asseoir, de créer les cas de discussion et de régler les problèmes. Mais si on fait fi de régler le problème dans le fond et qu'on dit allons, avançons, quel résultat autre peut nous étonner si ce n'est pas la crise dans laquelle nous partons? Moi, je serais étonné que demain, il n'y ait pas de crise. Parce que tous les éléments sont réunis pour que le conflit puisse être consommé. On sait tous qu'en Côte d'Ivoire, les élections ont toujours été source de vives tensions. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une crise autour d'une élection en Côte d'Ivoire quand même. Oui, mais... En 2010 aussi, il y avait une crise comme ça autour, mais nous sommes allés aux élections. Excusez-moi, mademoiselle Rosemonde Foncé, je suis même peiné que vous le dites. Non, je fais un rappel. Oui, mais le rappel même me peine en fait. Quand vous dites qu'on sait tous qu'en Côte d'Ivoire, les élections, on n'est pas dans notre première crise, c'est comme si nous allons perdurer à rester, c'est-à-dire on n'a pas gagné en maturité, nous allons perdurer dans cette posture. Non, parce que tantôt, les élections, certains candidats les élections, effectivement. C'est pas toute la Côte d'Ivoire qui est embrasée, c'est ce que je dis. Même si c'est un seul Ivoirien qui est embrasé, même si c'est une seule ville qui est embrasée, même si c'est une seule localité qui est embrasée, est-ce que quand on fait des élections aux États-Unis ou en France, vous voyez combien de pneus brûlés, combien de voitures brûlées, combien de dégâts humains, combien de pertes en vies humaines? Pourquoi ici, en Afrique, et plus particulièrement dans notre sous-région ou en Côte d'Ivoire, une élection symbolise forcément des saccages de biens, des pertes en vies humaines? On ne peut pas comptabiliser à chaque fois. Vous êtes président oui, justement. De la société civile. Oui, Vous justement. êtes aussi président de la jeunesse estudiantine. Donc à vous de me le dire, pourquoi chaque fois qu'on parle d'élection en Côte d'Ivoire, elle est source de vives tensions? La tension vient des discordes. La tension vient des incompréhensions entre nos politiciens. Vous, en tant que membre de la société civile, qu'est-ce que vous faites pour favoriser ce dialogue-là? Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que société civile pour favoriser un dialogue entre la classe politique? C'est de les appeler au dialogue. Mais pourquoi maintenant? C'est de les appeler au dialogue. Vous existez à longtemps quand même. Mais qui vous a dit que depuis longtemps, on n'a pas appelé au dialogue? Qui vous a dit
que depuis, dans le passé, nous n'avons pas demandé à ce que nos politiciens s'asseyent pour parler. À quelle occasion vous l'avez fait Mais déjà? à chaque fois que nous, on a la possibilité de relayer notre voix par la presse, ou même par voie officielle, on le dit, on ne cesse de dire. Mais donc, selon vous, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas écouté alors? Mais vous pensez que c'est moi ceux qui ne se peuvent écouter? Vous pensez que c'est moi ceux qui se peuvent écouter? S'il vous plaît, le cardinal, même, Bernard, le cardinal de notre, comment on appelle, de notre communauté catholique, a eu à prendre position. Et ça a été apprécié comment? Chaque parti a tiré ses conclusions. Ils n'ont pas perçu le message. Donc, chacun appelle à l'apaisement. Que ce soit la communauté musulmane avec le COSIM, que ce soit le cardinal de la communauté catholique, chacun appelle à quoi? Même les évangéliques tout récemment ont eu aussi, à l'église baptiste avec le pasteur Dion Robert, ont eu aussi à appeler aussi à l'apaisement. Je pense que la voix de la société civile, que ce soit les religieux, les chefs traditionnels, chacun appelle à l'apaisement. Mais il y a la question de fond et de forme. Quand on dit à quelqu'un, asseyons-nous et discutons, arrêtons les palabres, mais le palabre, là, il a une cause. Les histoires, les querelles, les conflits ont une cause. Donc, quand tu parles au chien, il faut parler à l'os. C'est ça. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des causes qui ont été identifiées. Et ici, vous avez dit, tout à l'heure, elle a dit, la question du troisième mandat aujourd'hui est confligène. En ce moment, on fait quoi? On s'assoit, nous tous, on regarde nos constitutions, on regarde les acteurs politiques et on parle de la question. Mais si on fait fi de cette question et que le pouvoir peut dire non, nous on avance, on a un agenda, on a un calendrier, est-ce que respecter l'agenda au détriment de tout ce qui est en train de se faire comme dégâts, comme pertes en vies humaines, est-ce que cela est forcément nécessaire? Effectivement, vous avez parlé de pertes en vies humaines. M. Afin Guesson et le président Rikonon Bédié ont décidé aussi de se retirer de la course à l'élection présidentielle pour des raisons que nous savons tous. La majorité des partis de l'opposition soutiennent la désobéissance civile. Êtes-vous pour la désobéissance civile? La désobéissance, l'appel à la désobéissance civile n'est que la conséquence du discorde. Moi, ce que je dis, c'est qu'on règle le problème de fond. Aujourd'hui, l'appel à cette désobéissance civile. Est-ce que vous me comprenez? La désobéissance civile et les pertes en vies humaines sont les conséquences d'une cause. Moi, je ne règle pas les problèmes avec les conséquences. Les conséquences, ce sont des dégâts. Il peut y avoir mieux que ça demain. La cause est donc la constitution de la Côte d'Ivoire qui a été révisée depuis 2016. Pourquoi donc depuis 2016, l'opposition de Côte d'Ivoire ne s'est pas attelée à nous dire non, n'allons pas voter ce référendum-là pour qu'aujourd'hui nous ne soyons pas dans cette conséquence-là? En tant que président, moi, ça dit que vous êtes journaliste. Avez-vous une copie de la Vous êtes journaliste. On a une copie, nous tous on a ça même dans nos téléphones, smartphones, tablettes et autres. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Non, attendez. Non, laissez-moi parler. Non, laissez-moi, vous avez parlé, vous avez donné une question très importante. Pourquoi en ce moment, l'opposition, vous avez dit? Voilà. Pourquoi depuis 2016? Vous pensez que en 2016, la campagne qui s'est faite pour cette nouvelle constitution, la réforme constitutionnelle, cette campagne-là impliquait la venue d'un troisième mandat? C'est à vous de me le dire. Non, c'est pas nous. On est tous citoyens, on est tous en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vrai. Cette campagne, non, allons-y doucement. Cette question a été posée par les médias. Monsieur le ministre Cissé Bakongo, le concepteur. Oui, même président, je veux dire même du comité même des réflexions et des rédactions de la nouvelle constitution, a dit que ce n'était pas possible. Le ministre de la Justice en ce temps a parlé devant les parlementaires, il a donné son point de vue. Donc je veux dire, les inquiétudes même, pendant le vote de cette constitution, les inquiétudes même étaient révélées. Les questions, les gens demandaient, la presse, l'opinion nationale, internationale disaient, bon, on espère que cette constitution ne nous conduira pas à un troisième mandat. On dit non, c'est impossible. Et qu'aujourd'hui, par cas de force majeure ou non, on nous dit que c'est possible et que cela entraîne, comme on dit, des dégâts, des conséquences que vous venez de citer. Oui. Aujourd'hui, en vie humaine ou en dégâts matériels ou conflits intercommunautaires ou autres. Donc, on comprend que déjà, il y avait un départ. Il y a une source. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, pour nous, réglons le problème à la racine, à la base. Mais avec cette désobéissance civile, en s'asseyant, ne créez-vous pas quand même le respect de la violence qui fait quand même le tout? On revient pratiquement sur les mêmes choses. En fait, je vous dis, ce que nous devons craindre là, nous sommes dans le volet des conséquences. On va craindre
qu'il y ait des pertes en vies humaines, on va craindre qu'il y ait des morts, on va craindre qu'il y ait des dégâts humains. Au lieu que nous nous inquiétons là, pourquoi ne pas régler le problème à la base en s'asseyant et discutant? Parce que même la dernière interview d'un des acteurs, je veux dire, principal de la classe politique, l'ex-président Laurent Gbagbo l'a dit, au lendemain du 31, si rien n'est fait, on voit la catastrophe. L'opposition dit qu'il n'y a pas d'élection. L'ex-président de l'Assemblée nationale dit qu'il n'y aura pas d'élection, coûte que coûte. Le pouvoir en place dit qu'il y aura élection. Bon. À quel résultat devons nous attendre? C'est au cas où. Donc, À quel résultat devons-nous attendre? Donc si on ne peut pas s'asseoir pour régler, pendant que certains disent que le 31 ne sera pas possible, d'autres disent que le 31 sera possible. D'autres même disent que le 1er, après du 1er novembre, on ne reconnaît plus le président de la République. Oui, ouais, que c'est la porte aux dégâts. Et c'est ce que je crains. Pour moi, les conséquences peuvent se dessiner au fur et à mesure et peuvent même s'élargir. Ce qui est plus important, c'est de régler le problème à la base, dans le fond. La question de fond. À la base, est-ce que vous pouvez soutenir ici Mordicus qu'Alassane Ouattara le problème de la Côte d'Ivoire? Non, le problème n'est pas personnel. On ne peut pas dire qu'un individu est un problème. Une personne. C'est la candidature de cet individu. Mais Est-ce que c'est sa candidature qui pose Non. problème? Est-ce que c'est lui? Est-ce que vous me comprenez? Vous avez posé une question tout à l'heure qui est claire. Est-ce que vous soutenez que le problème, Alassane Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire? Ça, je ne dirais pas que la personne d'Alassane Ouattara, du président, est un problème pour la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est l'interprétation que nous faisons de nos textes, de notre loi. C'est le respect de la Constitution. Si nous nous asseyons et que nous avons une seule et une interprétation pour notre Constitution, de nos lois, il n'y a pas de problème. Mais quand une loi est interprétée diversement, c'est la porte au conflit. La porte ouverte au conflit. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous dire que le problème de la Côte d'Ivoire, ce sont nos lois, ce sont nos textes. Il faut qu'on soit ferme. Si on nous dit qu'on ne peut pas... Écoutez, je vous dis. Oui, nos institutions ne sont pas assez claires, même ni indépendantes. On laisse même... Il y a du flou. Mais c'est ce flou même qu'il faut combattre. Nous, les Ivoiriens, nous devons décrire ce flou. Si on dit qu'il n'y a pas de limitation de mandat, alors il n'y a pas de limitation de mandat. Mais si on nous dit qu'il y a 2 mandats et que le mandat d'un président est limité à 2, ne nous donnons pas les raisons qu'il y ait un 3e mandat ou un 4e, un 5e. Parce que ça sera pour nous une manière de créer une jurisprudence. À l'avenir, quand un autre chef d'État, un autre président viendra, il dira aussi qu'il a la possibilité, une fois modifié, de faire un 3e ou un 4e ou un 5e. Dans ce que je dis, on peut s'entendre sur quoi? Pour que ce qui est écrit soit respecté. Si on doit sauter la limitation de mandat, pour que définitivement cette question soit réglée, on le fait. Au pire des cas, on dit pas plus de 2 mandats, que ce soit dans une ou plusieurs républiques, quelles que soient les réformes, et que ce soit successif ou consécutif, ou même que ce soit des mandats intermédiaires. Il faut trouver une solution à ce flou. À ce flou. Alors, Président, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il est clair vraiment que nous sommes sur le point de non-retour. Alors, on a l'impression que la communauté internationale est un peu silencieuse. Selon vous, a-t-elle pris position, cette communauté internationale? Non, je ne peux pas dire que la communauté internationale a pris position dans la mesure où cette même communauté internationale, la CEDEAO et autres, appelle les acteurs politiques à se parler, à la discussion. On a vu quand même des communiqués, nous avons lu des communiqués où la communauté internationale a été claire à demander à ce qu'il y ait dialogue. Ce que l'opposition aujourd'hui demande, c'est le dialogue sous l'égide, je veux dire sous la présidence de la communauté internationale. Bon, bien vrai que cette communauté internationale, même comme vous le dites, peut sembler avoir peut-être un penchant pour un ou l'autre. Ce qui est plus important, c'est créer le cadre de discussion. Un penchant pour qui? Non, je dis, même si cette communauté internationale peut sembler, pour certains, être pour un ou l'autre, je veux dire, le plus important, c'est de créer le cadre de discussion. Parce que si le cadre de discussion n'est pas créé et que nous restons dans la radicalisation des positions, on court vers nos pètes. Et les pètes aujourd'hui, là, que ce soit les véhicules qu'on brûle, les bagages, n'ont pas de nom, n'ont pas de parti, n'ont pas d'ethnie.
les maisons qui sont brûlées, c'est des citoyens qui ont fait leur économie, leur épargne. Ce n'est pas des politiciens qui leur ont donné cet argent-là pour pouvoir créer leurs affaires, leur business, pour pouvoir entreprendre. Donc, je demande aussi au pouvoir en place de faire violence. Parce que ce sont eux qui sont au pouvoir. De faire violence. S'il y a des sacrifices à faire, aucun sacrifice n'est de trop pour la paix. Mais quel sacrifice pouvez-vous leur demander? C'est de dialoguer. Le seul sacrifice qu'on demande, c'est le dialogue. Le report des élections, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on voit que... nous tous ici avons des craintes. Quand vous rentrez chez vous à la maison, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes rassuré de ne pas avoir peut-être de tomber peut-être sur une route barrée ou des affrontements ou des gens qui brûlent le véhicule. Nous sommes tous apeurés, mais nous sommes tous craintifs que nous sortons de nos maisons. On fait l'effort de prier pour entrer en vie en sain et sauf. Donc pourquoi ne pas reporter sur le faux l'élection ou bien s'asseoir tranquillement et puis, comme on le dit, évacuer tous les points de discorde pour qu'on parte à une élection paisible, transparente, qui réunit toute la classe politique. C'est simple. On a parlé du problème, on a parlé aussi de certaines conséquences, mais aussi avec cet appel de désobéissance civile, on n'a pas vu l'opposition aux côtés aujourd'hui des blessés, par exemple, du conflit intercommunautaire à Dabou, on ne les sent pas proches de la population. On a l'impression encore qu'on est en train de tomber dans le culte de la personnalité, tous ensemble pour combattre un individu. Cette question, il faut la poser à l'opposition. Donc vous êtes membre de la société civile Oui, et cette question aussi c'est à l'opposition. Parce qu'on ne vous voit pas aux côtés des populations les plus vulnérables. Vous dites aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Tout le monde aujourd'hui parle du langage de la paix, mais on ne voit pas des actions qui vont à l'encontre de cette paix. Qu'est-ce que vous appelez... La paix n'est pas un mot. Oui. Qu'est-ce que vous appelez action qui va à l'encontre? Je prendrai le conflit intercommunautaire qu'on a eu dans la ville de Dabou. Je prendrai aussi l'attaque des microbes dans certaines localités. On appelle à la désobéissance civile, mais on n'est pas proche des populations qui sont victimes. Qui n'est pas proche des populations qui sont victimes? Je parle de l'opposition de la société civile. Oui, mais moi, je ne peux pas... Et de la société civile. C'est ce que je dis. Cette question, vous devez la poser à l'opposition. La société civile joue son rôle d'interpeller, de sensibiliser la classe politique. Est-ce que vous avez rencontré des manifestants, vous avez rencontré des blessés dans cette crise post-électorale? Même si vous-même, en tant que journaliste, vous demandez de me montrer ce manifestant, je ne pense même pas même que vous pouvez me montrer. Les manifestants sont qui? C'est qui, les manifestants? Ils sont où? Ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas lieu. Ça fait pratiquement 2 mois qu'elle est en prison. Non. On ne sent pas la société civile, pourtant elle est membre active elle-même de la société civile. C'est ce que je dis, puis Chédric Balé, nous avons soutenu sa libération. Vous savez qu'aujourd'hui... En Côte d'Ivoire, on dit que vous avez parlé, mais vous n'avez pas parlé fort. Écoutez, merci. Nous sommes dans une période très sensible. Mais en même temps, vous savez qu'aujourd'hui, la question de Chédric Balé, qui est elle-même de la société civile, cette question-là se retrouve dans un écosystème, un environnement qui est tendu. Même si nous demandons qu'elle soit libérée dans le contexte actuel où les positions sont radicales, je ne pense même pas que cela peut se faire. Voilà pourquoi nous demandons à la classe politique de s'asseoir et de discuter. Et sur l'étape de discussion, de négociation, on pourra... va sortir. Justement, on pourra demander la libération des acteurs de la société civile. Parce que aujourd'hui, là, en quoi est-ce que l'arrestation de Chédric Balé, aujourd'hui, conforte ceux qui sont au pouvoir? En quoi est-ce que c'est-à-dire son arrestation, donne quelle garantie? Merci. Donc, quelle garantie? Il n'y a pas de garantie. Donc, ce que nous demandons, c'est qu'en tant qu'acteur de la société civile, le pouvoir est radical. Non, mais les positions se sont radicalisées au fur et à mesure, dans la mesure où certains confirment la date du 31 et d'autres disent que cette date ne se tiendra pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de discussion. Qui sont ceux qui vont aux élections? Les candidats qui vont aux élections disent qu'ils ne partent pas aux élections, qu'il n'y a pas d'élection. D'autres disent qu'il y a élection. Donc nous sommes dans une position, aujourd'hui nous sommes dans une scène où les positions sont tranchées. Il n'y a pas de discussion. Et les gens restent fermes sur la position. Voilà pourquoi je dis que les positions se radicalisent au fur et à mesure que nous avançons. Et la seule solution, c'est le dialogue. Donc nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est de demander à nos gouvernants, c'est de demander à notre classe politique de crier les cas de discussion parce que nous courons, nous tous, vers notre pète. Alors, Président, vous êtes le président d'une organisation de la société civile. C'est ça. Cela sous-entend que vous avez des ramifications partout en Côte d'Ivoire. Alors, quel regard portez-vous sur la campagne présidentielle? Sincèrement,
la campagne présidentielle de cette année 2020 est un recul. Parce que quand vous sortez en ville, quand vous promenez, on a l'impression de voir un seul candidat. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... On ne sent pas la chaleur électorale. Parce qu'il y a retrait de candidature. Comme on le sentait dans le passé même, je veux dire. Mais au-delà même, quand vous regardez dans d'autres pays de grande démocratie, quand je parle des États-Unis ou la France, même au Ghana ou dans certains pays, on sent quand même cette chaleur électorale, de campagne, tout ça. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans une crise préélectorale. Donc déjà, à la base même, la campagne a débuté sur fond de crise. Donc on ne peut même pas parler de campagne électorale. Nous sommes en train de vivre la crise préélectorale. Quand vous parlez de pertes en vies humaines, de dégâts matériels, de saccages et autres, de maisons brûlées, domiciles, de populations même qui se déplacent. On observe. Allez dans les gares routières, allez à l'aéroport, vous voyez des Ivoiriens qui sortent, vous voyez des Ivoiriens qui se déplacent. Déjà, la psychose s'installe, comme je vous prête le mot, la psychose s'installe. Donc aujourd'hui, nous vivons une crise préélectorale. Parce que les Ivoiriens eux-mêmes, la majorité des Ivoiriens eux-mêmes ne sont pas rassurés. Ils n'ont pas confiance. Beaucoup sont appelés. Je me demande même si certains auront le courage de sortir même d'ici le 31. Allez-y dans les supermarchés, dans les boutiques. Vous verrez comment les gens affluent pour se constituer des réserves en vivres. Tout simplement parce que chacun se dit que nous courons la catastrophe. Mais en même temps, les politiques vivent pour les populations. En même temps que vous voyez vos populations se déplacer, vous voyez vos populations être appelées, aller au supermarché, constituer les vivres, être en rang à la banque, être en rang au supermarché. Pourquoi ne pas les rassurer en posant un simple acte qui est de créer les conditions d'un dialogue pour pouvoir, comme on dit, faire table rase de toutes ces difficultés, de toutes ces incompréhensions aujourd'hui qui ne rassurent pas les Ivoiriens. C'est tout. Moi, je pense que le dialogue est encore possible. Alors, dialoguons. Discutons, Monsieur Daniel, échangeons. j'ai une question. Est-ce que vous, en tant que jeune, souvent vous vous sentez frustré? Parce que vous avez parlé tantôt d'une classe politicienne qui est vieille. Vous avez parlé tantôt de changement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Ivoiriens, dans le grand ensemble, doivent se lever, doivent avoir un soulèvement populaire pour dire non, le pouvoir au peuple? Ce moment n'est pas loin. Déjà, nous constatons que ce désir est partagé. Pas par nous seulement, en tant que leader de société civile, mais par les jeunes, la population. On a l'impression que nous avons des leaders politiques qui ne pensent pas en priorité aux intérêts de la jeunesse. La jeunesse se sent oubliée. La jeunesse se sent marginalisée. Elle se sent délaissée. Et c'est cet oubli-là qui amène cette jeunesse à se, faisant attention, à se radicaliser même souvent, mais à se révolter. Voilà pourquoi je pose le problème dès maintenant. Il est important que cette classe politique pense un peu plus à la jeunesse. Il est important que cette classe politique donne la possibilité aux jeunes de prendre leur place dans l'élan du développement que nous sommes en train de faire. Parce que si nous écartons cette jeunesse, si nous ne donnons pas la possibilité à cette jeunesse de s'exprimer et de prendre sa place, elle risque de s'imposer, mais à quel prix? Il y a eu quand même des milliers d'emplois qui ont été créés, ça. Je vous dis, au même moment qu'il y a eu des milliers d'emplois qui ont été créés, au même moment que nous avons des millions de diplômés qui sortent chaque année du circuit. Que ce soit des maîtrisards, des doctorants, que ce soit même, je veux dire, des titulaires de bac, de licence et autres. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sortent. Quand vous comparez les emplois créés et vous comparez les besoins actuels, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi, vous voyez que le nombre est insuffisant. Il y a un fossé. Il y a un fossé. On peut créer des emplois, mais est-ce que ces emplois permettent aux jeunes Ivoiriens de pouvoir se prendre en charge? Il y a beaucoup qui travaillent, qui ont des emplois,
mais qui sont encore chez eux, à la maison, en famille même, qui n'ont même pas la possibilité de payer un loyer. Aujourd'hui, quand vous voyez les salaires et les coûts de loyer, on a l'impression même que le salaire équivaut seulement qu'au loyer. Le loyer de 1960 à 1980 est différent du loyer de 2020. Donc, si quelqu'un doit te payer à 100 000, 150 000 ou 200 000 et louer une maison et s'occuper d'une famille et se payer les frais de transport pour venir au travail, quand vous calculez, vous voyez que en réalité, on travaille même pour survivre. Pour vous, quel était le bilan du président Ouattara? Parce que le président s'appuie sur son bilan. Aujourd'hui, on parle d'un bilan inattaquable, on parle de développement, Un super bilan. On parle des infrastructures sanitaires, on parle de beaucoup de choses. Pour vous, en 9 ans, quel a été le bilan du président Ouattara? Le président Ouattara a eu son bilan. Comment vous appréciez le bilan? C'est ce que je suis en train de dire. Je vous donne ma compréhension des choses. Le président Ouattara a eu un bilan. Il a fait des efforts. Il n'a pas pu honorer tout son engagement parce que il nous a été promis l'émergence en 2020. Chose que nous n'avons pas pu obtenir. Il faut être clair. Au même moment, des efforts dans le programme de départ sont restés, je vais dire, encore jusqu'à irréaliser. Parce que quand on fait des promesses, et que sur l'ensemble des promesses, on a encore du reste, on se dit qu'on n'a pas pu tout faire. Il a fait son effort. On ne peut pas tout blâmer. On salue d'abord les efforts. Mais en même temps, on dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut toucher. Moi, je dis qu'on ne règle pas les problèmes forcément, c'est vrai. Il y a des infrastructures, routières et autres, mais il faut créer la richesse. Quand vous rentrez dans le monde rural et que vous voyez le prix du kilo de l'EVA, qu'est-ce que vous proposez? Que vous voyez, quand je dis création de richesse, on ne transforme rien. L'industrialisation du pays, c'est la priorité. On ne transforme rien. Nos usines, que ce soit de cajou, de transformation de cajou, que ce soit de cacao, que ce soit de l'EVA, qui fait du semi-fini pour exporter. Mais on perd de l'argent. On exporte de cacao naturel. On ne peut pas aujourd'hui, nos usines ne peuvent même pas transformer tout le caoutchouc qui est produit. Donc il y a une surproduction et il y a une incapacité de notre industrie. Pourquoi ne pas financer dans cette industrie pour que le producteur qui a sa production puisse transformer son caoutchouc sur place au lieu de l'exporter pour avoir de bons prix? Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut toucher, des fonds qui vont créer la richesse, créer encore plus d'emplois et puis générer encore plus de revenus. Il faut donner la force aux jeunes entrepreneurs. Mais je ne donnerai pas de notes, mais je dirais que des efforts ont été faits. Il reste encore beaucoup à faire. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le bilan qui nous sera présenté, c'est la jeunesse ivoirienne d'apprécier. C'est à la jeunesse ivoirienne d'apprécier. Et quand moi, aujourd'hui, je vois ces nombreux jeunes qui sont encore en quête d'emploi, qui n'ont pas de situation stable, je ne peux pas me prononcer tant que ceux-là ne nous donnent pas vraiment le résultat qu'on souhaite. Il y a encore beaucoup de jeunes qui restent dans le chômage, beaucoup n'ont pas la possibilité d'avoir d'emploi. Et je pense que cette question-là doit être réglée de fond. Aujourd'hui, quand un jeune entrepreneur ivoirien monte son entreprise, quelles sont les facilités qu'on lui donne au niveau des taxes, au niveau des impôts, au niveau des frais d'importation et d'exportation? C'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'on aura largement le temps en novembre de s'étaler sur cette question de l'emploi de la jeunesse. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que la question du troisième mandat est une malédiction pour l'Afrique? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays, il y a le pays voisin, la Guinée, effectivement, où son président est en train de briguer aussi un troisième mandat. Est-ce que vous pensez que la démocratie n'arrive pas vraiment à s'implanter en Afrique? Je vais revenir sur une question qui est fondamentale que j'ai, dès le départ, à l'entame de notre échange, j'ai dit, la question même, le problème actuel en Afrique n'est ni le problème des troisième mandats, ni le problème des quatrième mandats ou des mandats indéfinis. Non, je vais vous dire.
Notre problème, c'est le respect de nos textes. Effectivement, Et, quand on est et quand je dis président le de la respect de nos République, on textes... établit... Non, attendez. Quand je dis le respect de nos textes, en même temps, je dis, il ne faudrait pas qu'on ait des textes à diverses interprétations. Quand on parle de commission électorale indépendante, Oui. quand on parle de cour constitutionnelle, quand on sait qu'ils sont nommés ou qu'ils sont à un poste par nomination, c'est-à-dire c'est le président qui les nomme, Oui. est-ce qu'aujourd'hui c'est pas parce qu'on n'a pas d'institution forte? En fait, c'est ça la véritable question. Quand vous dites qu'on doit respecter les institutions, aujourd'hui... Non, les textes s'ouvrent, les textes. Ok. Oui. Aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle nous dit que les tests en vigueur dans la République de Côte d'Ivoire permettent au président Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle de 2020. Pourquoi donc vous qui proclamez haut et fort qu'on doit respecter les textes aujourd'hui, vous ne respectez pas cet engagement-là? Nos présidents Parce que c'est un d'institutions, texte, hein. ou même nos institutions, certainement manquent de courage. Mais vous Manque avez d'audace. appelé tantôt à respecter les textes. Voilà C'est pourquoi ce je que le dis, texte dit. quand je dis manque de courage, c'est d'appeler nos acteurs, ou si vous voulez, nos différents politiciens, à respecter les textes qui nous sont donnés. Mais en même temps, comme vous le dites, vous parlez d'institutions fortes. Mais une institution est forte dans quel sens? Dans le sens où, quel que soit l'individu en face de vous, quelle que soit sa qualité, quel que soit son titre, on l'emmène à respecter nos lois. On l'emmène à respecter nos textes. Il ne faudrait pas que nos institutions soient influencées par nos dirigeants. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parlait d'institutions fortes, aujourd'hui, si, je vais même répondre dans ce sens, aujourd'hui, si, même au Brésil, on a vu des présidents en exercice être destitués par la juridiction. Vous parlez du Brésil, moi j'ai pris l'exemple de l'Afrique. Non, je vous donne un exemple. Donc, ça vous Aujourd'hui, dit... est-ce qu'on ne demande pas à l'opposition de respecter les tests en vigueur? Est-ce que vous me comprenez? Je dis que nos institutions aujourd'hui doivent avoir le courage de faire respecter nos textes. Parce que si les textes sont diversement interprétés, on aura toujours des crises. S'il faut, dans nos textes, dire qu'on peut faire plusieurs mandats, on le dit dans nos textes. S'il faut dire qu'on doit faire pas plus de 2 mandats, on se limite à cela et pas d'autres interprétations. Du moment qu'il y a d'autres interprétations, au même moment, nous laissons les portes ouvertes au conflit. Donc, il ne faudrait pas avoir des textes à diverses interprétations. Il faut avoir un texte qui a une seule et unique interprétation. Et ce que ce texte dit sera appliqué à tous. Maintenant, aujourd'hui, nous faisons le constat que ce texte-là est diversement apprécié. Chaque peuple se donne une loi en fonction de son histoire. Chaque peuple se donne une constitution en fonction de son histoire. En fonction des faits qui sont déroulés dans le passé, on prend des dispositions pour visser, pour ne pas que ces dispositions nous créent des conflits. Donc si on a constaté qu'un texte a été diversement apprécié et que c'est son appréciation qui aujourd'hui nous met dans un conflit, demain on dira qu'on ne fera pas 2 mandats, peut-être même pour un être humain toute sa vie. Quel que soit, c'est-à-dire quelle que soit sa qualité, si tu es président de la République, pas plus de 2 mandats, quelles que soient les réformes constitutionnelles, quelles que soient les modifications à la Constitution, on se voit clair dessus. Donc aujourd'hui, s'il y a conflit, c'est parce qu'il y a eu incompréhension, il y a eu flou. Et c'est ce flou-là que je décris. Je dis aujourd'hui que le constat que nous avons fait aujourd'hui, que nous faisons en tant que leader de la société civile, nous voyons que pour un seul texte, avec une interprétation diverse, regarde ce que ça crée aujourd'hui comme conséquence. Pourtant, c'est ce même texte-là qui permet aujourd'hui au président Henri Konan Bédié d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais si la limitation d'âge a été sautée. Ah, je crois que... Mais la limitation de mandat n'a pas été sautée. La limitation d'âge a été sautée. Celui qui permet, on n'est pas partisan, mais celui qui permet aujourd'hui d'interpréter ce texte-là nous dit que la limitation d'âge a été sautée, comme vous le dites tantôt, et c'est lui qui interprète le texte. Est-ce qu'on ne doit pas aussi un moment... Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de vous dire que il y a un texte qui est diversement interprété. Il y a des articles. Il y a des articles qui sont controversés. Et pourquoi prendre Il y a des articles qui nous favorisent et non. rejeter les articles qui ne nous permettent pas aujourd'hui au président? Aucun article, quand vous dites les articles qui vous favorisent, ce n'est pas de moi que vous parlez. Non, il y a certainement, oui, l'opposition, quand on dit il n'y a pas de limitation d'âge pour être candidat, il n'y a pas de limitation d'âge pour déposer son dossier. Quand on nous dit
Le mandat est limité à 2. Écoutez, dans le texte, il n'est pas dit, s'il vous plaît, dans le texte, il n'est pas dit, quand il y a réforme constitutionnelle, on peut faire un autre mandat. On nous dit que le mandat est limité à 2. L'interprétation vient du fait que le Conseil constitutionnel nous dit, par rapport à la réforme, il est possible au président actuel de faire un autre mandat. Au même moment, l'opposition dit que ce n'est pas possible parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc dans le texte. C'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se casse les choses. Ce qui fait le problème en Côte d'Ivoire, aujourd'hui actuel, c'est la question du 3e mandat. Le premier mandat de la 3e. Alors, Président, vous prenez le dialogue, par rapport à cette crise préélectorale. Et si jamais ce dialogue a lieu et que vous êtes appelé à la table de négociation, à la table de discussion, qu'est-ce que vous allez proposer? Je pense que nous n'allons pas forcément être ici plus large là-dessus, mais c'est de porter la voix de la jeunesse. Qu'est-ce que vous allez proposer? Au même moment, non, ce qui nous intéresse, nous, c'est de préserver les intérêts de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin de quoi? La jeunesse a besoin de stabilité, elle a besoin d'emploi. Aujourd'hui, si nous partons à un dialogue, c'est d'amener nos acteurs à comprendre que, quel que soit leurs différends, il faut qu'ils regardent l'intérêt supérieur de la nation. Cette jeunesse aujourd'hui ivoirienne a besoin de tranquillité, de paix pour pouvoir investir, pour pouvoir entreprendre. On ne peut pas prôner l'entrepreneuriat de cette jeunesse-là au même moment créer les conditions d'instabilité. On n'entreprend pas quand le pays est instable. Donc pour nous, si nous sommes appelés à cet stade de discussion, si bien évidemment nous fait l'honneur de nous appeler, nous allons porter la voix de la jeunesse et dire qu'aujourd'hui, il est important que cette jeunesse soit au cœur des décisions qui seront prises. Il faudrait que cette classe politique aujourd'hui regarde, parce que la jeunesse est l'avenir de ce pays. Il faut qu'on regarde vraiment, voilà nos jeunes dynamiques, nos jeunes cadres, à qui nous devons léguer l'héritage demain. Si nous brûlons le pays, on vous comprend très bien. Si nous brûlons le pays, parlons d'abord pour régler cette crise préélectorale. Pour régler la crise préélectorale, il faut que les cas de discussion, si les cas de discussion sont créés, nous allons demander simplement à ce qu'il y ait un report, non seulement un report des élections, mais il y a aussi des institutions consensuelles. C'est-à-dire que toutes ces institutions qui doivent organiser les élections doivent se faire de manière consensuelle, comme en 2010. Donc vous serez d'accord pour proposer un report pour combien de mois? Je ne peux pas, moi seul, dire, ne pas donner un délai du report. Moi, nous, pourquoi on demande qu'il y ait un report? On suggère qu'il y ait un report tout simplement pour éviter que nous rentrons dans ces élections sur fond de dissension et de discorde. Parce que nous sommes déjà à 2 jours de l'élection présidentielle et jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre classe politique reste divisée. En 2 jours, est-ce qu'il est possible de pouvoir s'entendre, de pouvoir réformer cette CEI, de pouvoir faire des élections dans la CEI locale, à la centrale, et pouvoir organiser un scrutin en moins de 48 heures? C'est impossible. Il faut forcément un report pour pouvoir vraiment, évacuer tout ce qui vraiment crée des divergences. Et ensemble, nous partons dans une élection apaisée et tranquille qui peut rassurer les Ivoiriens. Est-ce que la solution aussi ne serait pas que l'opposition aurait pu aussi aller à ces élections-là? Et quand on n'est pas d'accord par rapport à un système, vous avez évoqué la démocratie en France, vous avez évoqué aussi la démocratie au Brésil. Quand on n'est pas d'accord pour un système, pourquoi ne pas aller aux urnes et battre le candidat? Est-ce que ça aussi, ce n'est pas la solution? On parle de report de l'élection. Je ne fais pas partie de l'opposition, malheureusement. Nous sommes en train je ne fais pas partie de l'opposition pour pouvoir... Je ne fais pas partie de l'opposition pour penser... La CEI n'est pas légitime, la CEI n'est pas légale. Je ne fais pas partie de l'opposition pour penser comme l'opposition. La CEI n'est pas légale, on ne peut pas la réformer en 2 jours. Je n'ai jamais dit sur ce plateau que la CEI n'est pas légale. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que la CEI... doit être réformée. Non. Oui, parce qu'elle n'est pas consensuelle. Il y a déjà des discordes au niveau de la composition de la CEI. Okay. L'opposition a retiré ses représentants. Donc cette CEI-là, elle est constituée des représentants d'un seul candidat. En ce moment, elle n'est pas consensuelle. Donc si on veut avoir une CEI consensuelle qui rassure tous les acteurs, vous avez dit tout à l'heure, l'opposition appelle à des heures civiles. Mais c'est cette même opposition qui dit que la CEI ne répond pas aux standards internationaux. Pour que cette CEI-là puisse rassurer toute la classe politique, il faut qu'elle puisse regrouper toutes les parties qui constituent, s'il vous plaît, l'opposition ivoirienne. En 2010, la CEI était dirigée par l'opposition.
Vrai ou faux? Et donc vous voulez qu'en 2020 Non, je n'ai pas dit ça. Écoutez ce que j'ai dit. En 2010, la CEI était dirigée par l'opposition ivoirienne. Et, on a vu Et la CEI était composée avec toutes les partis qui constituent non seulement la classe politique, l'opposition et la majorité présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, on a même de dire que cette composition de la CEI est conforme à celle de 2010? Non. Voilà pourquoi je dis, asseyez. Non, pas. L'opposition n'existe même pas. Ce n'est pas une question de majorité ou exister ou ne pas exister. Il y a des candidats, il y a une opposition qui est là, qu'on le veut ou non, il y a une opposition ivoirienne, il y a un parti, il y a une majorité présidentielle. Une CEI est un habit. La CEI, c'est un habit. La CEI, c'est un habit qui va organiser l'élection. Si nous organisons aujourd'hui l'élection présidentielle, que moi je suis l'habit, vous faites partie des compétiteurs, lui fait partie des compétiteurs. Non, c'est ce qu'ils sont de vous dire. Ceux qui font partie des compétiteurs, qui confient leur sort à un habit, doivent avoir confiance à l'habit. Si je confie mon sort à un habit, je dois avoir confiance à cet habit. Donc je dis qu'aujourd'hui, ça a pouvoir et à l'opposé de s'asseoir, de dire comment est-ce que nous voulons composer une CEI qui me rassure et qui te rassure. C'est-à-dire qui rassure l'ensemble de la classe politique. Sinon, on sera toujours en train d'observer les chamaillements, on sera toujours en train d'observer les tiraillements. Et vers la fin, c'est quoi? C'est la crise. C'est ce que nous voulons éviter. Bienvenue à la résidence Hôtel Sopi. Pour les téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre émission Ça fait débat. Et nous recevons pour vous M. Sio Nessemon Daniel, président de l'organisation En Marche pour le Développement, qui est une organisation de la société civile. Alors, Rosemond Foncé. Monsieur Sio Daniel, ma dernière question, c'est de savoir si vous irez voter le samedi 31 octobre 2020, votre candidat. D'abord, je dirais pour moi que la question ne se situe pas au simple fait d'aller voter. Mais aujourd'hui, ce que nous devons regarder, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et cet intérêt pour nous représente des élections qui doivent s'organiser dans un climat de paix, dans un climat qui rassure les Ivoiriens. Je ne suis pas rassuré. Donc vous n'irez pas Je ne suis pas rassuré et l'organisation des élections de 2020 ne rassure pas beaucoup d'Ivoiriens. Je souhaite que nous donnons le temps d'organiser des élections qui nous rassurent, des élections apaisées, qui pourront permettre à chaque Ivoirien d'exprimer son opinion dans le bulletin. Alors, M. Sio Daniel, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage à IvoireTV.net? Ce que je souhaite que non seulement les téléspectateurs, la jeunesse ivoirienne retiennent de mon passage à Ivoire TV, est qu'aujourd'hui, il est plus qu'important pour nous, en tant que jeunes, d'être des acteurs de changement positif, d'être
des acteurs de paix. Il est important pour nous de saisir l'opportunité d'être ceux qui doivent mériter le passage du flambeau. Il y a une nouvelle génération montante. Nous sommes au carrefour des générations et aujourd'hui, il est de notre devoir de saisir cette opportunité, de mériter ce passage du flambeau, de mériter cette Côte d'Ivoire gagnante, cette Côte d'Ivoire qui se veut d'être un modèle. Et cela est inscrit dans l'hymne national de notre pays. La Côte d'Ivoire se doit d'être un modèle. Et ce modèle-là, c'est nous qui devons le permettre et le réaliser. Je demande à chacun, tous les jeunes Ivoiriens, de comprendre ce rôle-là, mais en même temps de saisir cette opinion pour pouvoir imposer à l'ancienne génération sa vision. Nous, notre vision, c'est de construire une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire meilleure et prospère, une Côte d'Ivoire qui donne la chance, l'égalité des chances à tous. C'est tout. Je vous remercie. Merci à vous. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit un adage. Chers téléspectateurs d'ivoire-tv.net, ainsi prend fin notre émission Ça fait débat. Nous recevions M. Nessemon Sio-Daniel, avec qui nous avons fait un tour d'horizon sur l'actualité socio-politique en Côte d'Ivoire. Ma consoeur Rosemonde Foncé et moi avons été très ravis de vous présenter cette émission. Abonnez-vous à nos pages Facebook et YouTube pour suivre toutes nos émissions en direct. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.